Marion Robin, pédopsychiatre, chef de service adjointe à l'Institut mutualiste Montsouris. L'idée, ça va être de parler Boris Cyrulnik. Marion Robin, je vous laisse la parole pour à nouveau une demi-heure et on prendra quelques questions-réponses à la fin. Merci beaucoup, merci de votre invitation. J'ai préparé une présentation qui était destinée à un écran plus grand. Alors je m'excuse puisque vous allez peut-être difficilement voir de loin. Déjà, je suis obligée de rester assise pour le micro pour que vous m'entendiez. Alors vous ne me voyez pas, mais l'écran en plus est petit. Donc je suis désolée de... Voilà, ça va être un peu impressionniste peut-être pour vous. Il y avait des tableaux impressionnistes juste avant, donc on va continuer, mais de manière moins artistique et plus scientifique. Voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais vous ne voyez pas et que vous voulez des concepts plus clairs. Alors, je vais effectivement parler de la période adolescente. Les adolescents sont connus pour être le miroir de la société, et donc on va essayer de voir comment, effectivement, entre le malaise adolescent et le malaise sociétal actuel, qui a été déjà bien décrit, comment analyser la famille comme étant une courroie de transmission, une force et ses fragilités. Voilà, comment, de ma fenêtre de psychiatre d'adolescent qui travaille en hospitalisation et qui va vous parler d'une étude qui a été faite en milieu hospitalier. Donc je ne vais pas revenir sur les chiffres qui ont été largement abordés, mais juste en les résumant par une augmentation majeure des tentatives de suicide chez les adolescents, qui est devenue visible pour toute la société seulement en 2022-2023. Mais pour les psychiatres qui ont vu un afflux massif, les pédiatres, les psychologues, dès septembre 2020, un afflux massif d'adolescents aux urgences, dans les services de pédiatrie, voilà, tout le monde est au feu avec ce travail-là dans les milieux psychologiques, psychiatriques, hospitaliers, pédiatriques. Cette augmentation, elle a été visible, l'augmentation des tentatives de suicide, elle a été visible exclusivement chez les jeunes filles. Il y a des garçons qui font des tentatives de suicide, mais eux, le chiffre n'a pas augmenté autour de la pandémie. Et ce qu'il faut dire, c'est que les tentatives de suicide ont augmenté drastiquement autour de la pandémie, mais on les voyait augmenter depuis 2010 déjà, progressivement, ce qui fait que pour beaucoup de psychologues et psychiatres, la pandémie a plus représenté une goutte d'eau qui a fait déborder un vase qui se remplissait progressivement, avec un effet de bascule très net, plutôt qu'un démarrage de quelque chose qui devient différent. Voilà. Alors, logiquement, une augmentation des médications des enfants et des adolescents devant cette augmentation du mal-être. Mais voilà, les tentatives de suicide dont je vais parler ici sont un indicateur de souffrance des jeunes et de l'évolution de leur état de santé, parmi d'autres. Vous avez parlé tout à l'heure des violences et des violences hétéro-agressives, je vais en parler aussi un peu. Voilà, comme étant deux indicateurs parmi un ensemble d'indicateurs. Quand des journalistes me demandent pourquoi les jeunes vont mal, souvent je leur dis, d'après vous, pourquoi ils vont mal? Alors ils me disent l'instabilité géopolitique, la crise climatique, l'éco-anxiété, la pandémie, les confinements, la distanciation sociale, les écrans, les réseaux sociaux, le harcèlement, le cyberharcèlement, les violences sexuelles, les relations familiales, la précarité alimentaire, dont on parle aussi de plus en plus récemment, et les enjeux scolaires, la pression scolaire ou la question de la scolarité. Donc je leur dis, oui, vous avez raison, vous avez tous les éléments. Et effectivement, aujourd'hui, pas mal de publications scientifiques montrent que chacun de ces indicateurs est une part importante qui joue sur l'altération de la santé des jeunes. Maintenant, pour autant, vous savez que les psychologues et les psychiatres ont raisonné beaucoup sur l'intrapsychique, et donc comment rendre cohérent et comment mettre un sens autour de quelque chose qui est devenu, après la pandémie, un raisonnement très environnemental et très systémique. Et aujourd'hui, plus personne ne va chercher la souffrance que dans l'intrapsychique et dans l'individuel. On est obligé de prendre en compte tout l'environnement, et d'ailleurs, la plupart des psychologues et des psychiatres le faisaient déjà avant, mais en tout cas, le raisonnement systémique devient un paradigme obligatoire à penser pour tous maintenant. Donc c'est l'environnement qui a pris une place forte dans ce raisonnement-là. C'est aussi une des raisons qui a fait qu'avec un collègue, nous avions écrit une tribune il y a 2 ans pour dire que la question de la santé des jeunes n'était pas une question médicale et psychiatrique, qu'il fallait que toute la société s'en empare, justement du fait de ces éléments systémiques.
Et donc, voilà, entre le raisonnement psychique intra-individuel et puis ce grand raisonnement systémique sur la société, comment essayer de trouver des raisonnements qui puissent être pertinents et être utiles pour pouvoir penser des politiques de prévention, des soins qui soient efficients, efficaces. Et donc voilà, je vais essayer de vous parler d'une étude qui, à mon sens, est féconde pour essayer de penser cette interface entre individu et société. C'est une étude qui s'appelle l'étude Family and Care et qui a été faite donc, dans le service dans lequel j'ai travaillé pendant 15 ans, qui est une unité de crise à l'Institut Mutualiste Montsouris, une unité de crise pour adolescents qui reçoit des jeunes pour tout type de décompensation psychiatrique aiguë de crise, pour des durées d'hospitalisation moyenne de 3-4 semaines. Ce qui fait que les jeunes sont donc soignés pendant cette période-là à l'hôpital, ils sont vus eux tous les jours ou tous les 2 jours par un médecin, et les parents sont reçus en général 4 fois à l'arrivée, 1 semaine après, la semaine suivante et au moment de la sortie. C'est-à-dire que les parents sont reçus en moyenne 4 heures à 5 heures par l'équipe hospitalière, et c'est sur la base de ce temps partagé, mais aussi de toutes les interactions au quotidien avec les infirmiers, avec l'équipe soignante, que nous avons essayé de mesurer voilà, un pouls du fonctionnement familial dans ces situations de crise pour essayer de comprendre les leviers thérapeutiques et les rendre les plus efficaces possibles. Donc c'est une étude qui a porté sur 425 adolescents de 13 à 19 ans, avec pendant donc 4 ans de soins dans cette unité, 425 adolescents et leurs familles qui se sont succédés. Je précise que cette population clinique, c'est 67% de jeunes filles. Il y a plus de jeunes filles à l'hôpital psychiatrique que de jeunes garçons. Et puis, c'est donc une étude qui porte sur une population avec un niveau de sévérité qui est important, puisque c'est des troubles psychiques qui ont amené à l'hôpital, bien sûr. Voilà. Alors, cette étude elle a été publiée dans la plus grande revue européenne de psychiatrie. Et l'idée c'était donc de savoir comment essayer de décrire de manière la plus précise possible leur environnement relationnel. Un des premiers éléments c'était de voir déjà quelles étaient leurs histoires d'adversité, qu'est-ce que ces jeunes avaient rencontré comme violence précoce. Donc on avait au préalable mesuré, au démarrage de cette étude mesuré de quelle violence ces enfants avaient été l'objet. Donc on a trouvé que 46% d'entre eux avaient subi des abus émotionnels. C'est-à-dire, l'abus émotionnel commence par un langage qui est systématiquement ou très régulièrement négatif sur l'enfant ou son avenir, c'est-à-dire un discours dépréciatif sur l'enfant qui a besoin au contraire pour grandir d'un discours d'espoir et de construction et de confiance. Donc 46% d'abus émotionnels, mais ça peut être aussi jusqu'aux insultes et des choses encore plus visibles. 21% d'abus physiques, 25% de violences sexuelles, et 70% de négligence. Alors la négligence, c'est quoi? La négligence, c'est la non prise en compte des besoins affectifs, physiques de l'enfant. On se représente plus les négligences physiques par la question vestimentaire, alimentaire, etc. La négligence affective, c'est vraiment plus la prise en compte pendant la croissance de l'enfant de ses besoins affectifs de tendresse, de proximité, de chaleur, de soutien de ses besoins, mais aussi de capacité à pouvoir les laisser progressivement s'autonomiser. On va revenir là-dessus. Et le but principal de cette étude, et donc pour prendre ce pouls, c'était de valider une échelle puisqu'il n'en existe pas d'échelle globale sur le fonctionnement familial. Nous avons souhaité développer un outil qui nous permette, grâce à des items, de décrire ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne dans le fonctionnement relationnel proche de l'enfant. Ça permet à la fois d'identifier les éléments de fragilité qu'on va travailler, mais aussi les leviers sur lesquels on va s'appuyer, qui sont les forces de l'environnement de l'enfant. Donc on a rassemblé différents items comme ça, et puis issus de tout type de courants théoriques de la psychologie et de la psychiatrie. Et puis nous avons établi comme ça 30 items, dont le score définit une intensité de dysfonctionnalité des interactions entre l'enfant et son environnement. Et donc, le résultat principal de cette étude a été que le score à cette échelle prédisait l'ampleur des soins, c'est-à-dire la durée et le nombre d'hospitalisations de ces jeunes, indépendamment du diagnostic, indépendamment de la sévérité médicale à l'admission à l'hôpital et indépendamment au-delà des maltraitances. C'est-à-dire qu'en soi, c'était un indicateur très puissant de la quantité de soins nécessaires. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études aujourd'hui scientifiques qui montrent que, par exemple, l'implication parentale dans les soins de l'adolescent sont un facteur pronostic majeur. Donc ça rejoint vraiment ce champ de données-là.
Maintenant, voilà, que dit le détail de cette échelle? Là, vous ne voyez rien, mais de toute façon, je n'allais pas vous lire les 30 puisque c'est trop. Mais cette échelle, elle va de certains critères qui sont, par exemple, le premier, l'incohérence éducative. L'incohérence éducative parle du manque de consistance éducative entre, soit entre plusieurs adultes qui élèvent l'enfant, soit chez un même adulte qui a une incohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Ou une incohérence entre ce qu'il a dit un jour et puis ce qu'il a dit une semaine après ou un mois après. C'est aussi, par exemple, des exigences, des attentes démesurées par rapport à ce que l'enfant est en mesure de faire vis-à-vis de sa maturité ou de son niveau de développement. C'est aussi des difficultés de séparation qu'on va retrouver dans un certain nombre de situations et qu'on va devoir travailler. Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à se séparer alors que l'adolescent doit aujourd'hui prendre tout son envol? Et qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui coince à cet endroit-là? C'est aussi la disqualification, par exemple, entre les adultes qui s'occupent de l'enfant. Voilà. Je vous donne certains exemples parmi les 30. Mais alors, ce qui a été d'autant plus intéressant, c'est que quand on valide une échelle, on doit voir comment elle est structurée à l'intérieur. Et donc, on doit faire une analyse statistique qui montre quelle est sa consistance interne. Et cette statistique a été vraiment intéressante parce qu'elle était très parlante cliniquement. C'est-à-dire que quand on prend ces 30 items qui remontent juste du terrain, on observe des centaines de familles, on se dit, bon, bah, c'est ça qu'on travaille. Et on s'aperçoit qu'en faisant des statistiques, il y a 3 dimensions qui ressortent de cette échelle, qui sont distinctes entre elles, qui sont la première, qui rassemble certains items qui sont par exemple donc l'incohérence éducative dont j'ai parlé, qui sont la difficulté à établir un cadre ou des limites éducatives, qui sont l'imprévisibilité parentale. Et ces items-là nous les avons appelés les items de contenance, de la contenance familiale, c'est-à-dire la capacité à établir ce cadre cohérent autour de l'enfant. La deuxième série d'items concerne la question de l'environnement plus affectif de l'enfant, la question de la chaleur, du soutien de sa parole, du soutien de la proximité affective, des liens de tendresse. Et donc, nous avons appelé cette dimension la dimension d'affiliation. Et la troisième dimension, c'est celle qui porte plus sur la dimension du contrôle d'autonomie, c'est-à-dire contrôle excessif, emprise sur l'enfant qui n'arrive plus à penser par lui-même, à faire par lui-même, versus autonomie, capacité à pouvoir déployer sa responsabilité progressivement croissante, sa liberté, etc. Donc ces 3 dimensions ont été tout à fait intéressantes parce qu'elles sortaient des statistiques, mais il se trouvait que moi, dans un premier livre que j'ai écrit, en décrivant, dans ce premier livre, j'avais décrit comment à l'hôpital psychiatrique on soigne un enfant en crise et sa famille, et finalement le livre déclinait comment on doit d'abord travailler sur la contenance, rétablir un cadre, rétablir une cohérence là où il y a une escalade de comportement de mise en danger. Ensuite, comment on doit travailler l'affiliation, c'est-à-dire les liens, rétablir des liens de qualité quand ils ont été abîmés par une situation critique, quand ils ont été abîmés par le traumatisme aussi transgénérationnel. Et donc là, c'est la narrativité, les concepts qu'on reconstruit, le langage commun qu'on reconstruit dans la famille. Et la dernière étape des soins, notamment hospitaliers, mais en consultation aussi, c'est quand on arrive à la fin des soins, on travaille plus l'individuation, c'est-à-dire la récupération de l'autonomie du jeune. Et donc ces 3 dimensions qui étaient celles déjà issues de la thérapeutique de crise de l'adolescence se retrouvent là dans cette échelle de manière tout à fait intéressante. Donc ces 3 dimensions, je les ai représentées là sur un cercle qui est en fait une spirale dans la mesure où on travaille sur la contenance, puis la contenance en vert, puis l'affiliation en jaune et l'individuation en bleu. Mais c'est une spirale, c'est-à-dire que si on commence par l'individuation, ça ne marche jamais. Il faut d'abord commencer par l'établissement d'une contenance, ensuite travailler sur l'affiliation, puis l'individuation. Et donc, ces items vont se répartir selon ces 3 dimensions. Donc là, c'est les 30 items de l'échelle en question. Exemple de résultat de cette étude, nous avons analysé par exemple sur les tentatives de suicide des jeunes, comment l'échelle était différente chez les jeunes qui faisaient des tentatives de suicide par rapport à tous les autres jeunes hospitalisés. Ce qu'on a trouvé, c'est que dans cette population, comme je vous le disais, là, il y a une majorité, 81% de jeunes filles, quand on prend que ceux qui font des tentatives de suicide. C'est des adolescents qui s'automutilent plus, qui ont vécu significativement plus d'abus sexuels que les autres, dont je vous disais tout à l'heure, c'était déjà un score assez important chez les autres. Là, on monte à 35% chez ces jeunes.
Sachant que les violences sexuelles qu'ils ont subies, là c'est en moyenne à l'âge de 15 ans, sont corrélées à la durée et au nombre de leurs hospitalisations. Très clairement, les durées d'hospitalisation sont très impactées par l'antécédent de violences sexuelles, surtout si elles sont répétées. Ensuite, donc, si on sépare ces jeunes qui ont eu des tentatives de suicide, on voit que chez eux, les items de l'échelle qui sont les plus surreprésentés par rapport aux autres, c'est le manque de partage émotionnel, des familles où on n'arrive plus à partager des émotions de manière chaleureuse. C'est un climat centré sur l'abandon, il y a un climat de distance, justement de distanciation, mais là pas sociale, domestique, intrafamiliale, avec les plus proches. C'est aussi la reproduction de parents, par des parents, de conflits avec des grands-parents, des oncles et des tantes sur l'enfant de manière transgénérationnelle qu'on va retrouver plus dans les profils de ces jeunes-là. Et puis, surtout, des exigences parentales excessives qu'on retrouve chez plus de la moitié de ces jeunes. Donc on essaye, dans ce travail et des tentatives de suicide, d'essayer d'ajuster toujours la question de la chaleur, des exigences et de pouvoir s'ajuster au maximum à cet enfant-là, à ses capacités, que ces capacités soient affectives, scolaires ou autres. Au niveau de l'hétéroagressivité, et je finis, et c'était aussi des familles dans lesquelles la surprotection de l'enfant qu'on peut observer par ailleurs est plutôt moins représentée à cet endroit-là. Par contre, si on prend l'axe, la fenêtre du comportement hétéroagressif, donc là, on passe dans une... Donc là, ça concernait 80% des 425 adolescents de cette étude. Et ici, on a une majorité de garçons, 55% de garçons, donc le sexe ratio s'inverse. Ces jeunes-là avaient vécu significativement plus d'abus physiques, d'abus émotionnels et de négligence que les autres jeunes hospitalisés. Et chez eux, les items qui étaient surreprésentés étaient 21 des items sur les 30. Donc c'est-à-dire qu'ils avaient un cumul très important d'interactions familiales difficiles, avec des difficultés sur les 3 axes de contenance, des mesures éducatives qui pouvaient être parfois trop rigides ou alors inconsistantes, les deux, on voit les deux extrêmes de cet équilibre subtil de la contenance. La filiation avec des critiques excessives ou un pessimisme envers l'enfant, une culpabilisation, des attentes poussées inappropriées à l'enfant. Et puis au niveau de l'individuation, un contrôle excessif ou alors des comportements qui vont être intrusifs, significativement plus intrusifs envers l'enfant, ou bien des communications paradoxales. Dans le traumatisme, on travaille beaucoup sur les communications paradoxales, qui sont ces messages que le traumatisme organise, c'est-à-dire on dit une chose et son contraire, parce qu'on est désorganisé sur le plan de l'attachement. Alors, vous avez vu que ces différences sont assez genrées entre tentative de suicide et hétéroagressivité, si bien que, si on se demande au fond, quand on observe ces familles, est-ce qu'il y a des différences sur juste garçon-fille, sur la façon dont les difficultés familiales sont présentes? Alors, il n'y a pas de différence en termes d'intensité des interactions dysfonctionnelles. Ils ont des scores qui sont en moyenne de 16 sur 30 ou 17 pour les filles, mais ce n'est pas significativement différent statistiquement. Par contre, sur les 30 items, il y en a 4 qui sont différents, qu'on retrouve plus chez les filles ou chez les garçons. Chez les filles, on retrouve plus de comportements de parentification. 37% des filles sont parentifiées, alors que ça concerne 23% des garçons. Chez les jeunes filles, on retrouve un manque de protection et de fiabilité parentale significativement plus présent que chez les garçons. Et on retrouve aussi un manque de soutien affectif et de validation dans leurs paroles et dans leurs affects plus important. Par contre, chez les garçons, on va retrouver plus de surprotection de l'enfant, avec 39% de surprotection, alors qu'on retrouve ce comportement-là chez 22% des filles. Donc ça permet de, finalement, c'était pas le but de cette étude de voir les différences filles-garçons, mais c'est apparu en cours de route. Mais ça nous permet aussi au passage de prendre conscience des différences éducatives pour essayer de réfléchir à la réponse aux besoins de façon différenciée. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mieux protéger et soutenir les jeunes filles, comment on peut mieux autonomiser les garçons pour qu'ils puissent évoluer vers la santé, c'est-à-dire vers un équilibre entre ces différentes dimensions de leur personnalité. Et alors cette recherche, pour nous, elle paraît intéressante dans le sens où elle permet de mettre en évidence le fait que quand les ressources manquent à un individu, donc là on parle, c'est le biais des ressources familiales, mais on va voir comment on peut élargir, l'individu va fonctionner en mode dégradé pour compenser et trouver des réponses par lui-même à ses besoins fondamentaux. Là on essaie de voir quels besoins fondamentaux ne sont pas remplis, la contenance, la filiation, l'individuation. Et par exemple cette différence fille-garçon, je la trouve intéressante et féconde pour essayer de penser
une chose qu'on observe aujourd'hui, c'est que sur le virtuel, sur Internet, les filles vont plutôt chercher les réseaux sociaux, là où les garçons vont chercher les jeux vidéo. Et ça, je trouve ça intéressant de le penser au vu de cette différence des 4 items garçons-filles, puisque sur les réseaux sociaux, on va plus chercher une affiliation, un soutien affectif, et d'ailleurs, ça ne marche pas du tout, puisque les jeunes filles, plus elles passent de temps sur les réseaux sociaux, plus leur estime d'elles-mêmes diminue. Mais en tout cas, on voit que ça peut peut-être correspondre aussi à un besoin fondamental qui est d'avoir été validé inconditionnellement, affectivement, au préalable. Et les garçons, peut-être que s'ils sont un peu plus surprotégés que les filles, peut-être que d'aller sur les jeux vidéo, on peut en tout cas aussi l'analyser en termes des jeux vidéo. Quand on fait parler les adolescents sur ce qu'ils vont y chercher, ben ça leur permet de se redonner confiance sur « je suis capable d'avancer », d'avoir réussi ce level, là, ce niveau, ce stage, et donc je suis capable de montrer que je suis responsable de chaque niveau, je suis capable de réaliser quelque chose. Et donc ça interroge aussi sur la façon dont la société donne à ces jeunes des possibilités d'être responsables avant l'âge de 18 ans, d'acquérir des responsabilités progressivement croissantes, et à défaut, des responsabilités virtuelles. Bon, bah. Voilà, donc voilà pourquoi je trouve que cette étude nous permet de penser vraiment en termes des troubles psychiques et comportementaux, en termes de besoins fondamentaux de l'enfant, de l'adolescent et donc de l'humain. Par exemple, les tentatives de suicide, quand on les traite, on s'aperçoit que, donc, comme je vous l'ai dit, elles sont souvent liées par exemple à des scarifications ou quoi, elles amènent à l'inquiétude, elles amènent à ce que le groupe social se rapproche de cet enfant et de ses besoins affectifs. Elles amènent à de la clarification de quelle est la place de cet enfant dans la famille, quel est son soutien. Elles amènent à penser toute une contenance autour de l'enfant. Les passages à l'acte sont des appels à contenance. Et puis les mises en danger sont des appels à affiliation. Et c'est vrai aussi pour la violence hétéro-agressive, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de lien, les jeunes forcent le lien par la violence aussi. Donc ça doit aussi nous interroger sur le tissu social et la solidité du tissu social qui peut faire que quand on n'arrive plus à être en lien, et en tout cas c'est vraiment ça qu'on travaille dans les familles, quand on n'arrive plus à être en lien de manière sereine, et ben on force ce lien, puisque le lien est une condition sine qua non de la survie des humains et des êtres vivants de manière générale. Donc voilà, ces 3 équilibres me semblent être à l'image, ces 3 dimensions me semblent nous apparaître vraiment dans les troubles psychiques comme un équilibre subtil entre les 3 qui va avoir une dominante pour certains patients, une autre dominante pour d'autres patients. Et on a pu identifier que selon les diagnostics des patients, il y a certaines dominantes aussi. Donc voilà, c'est intéressant. Et là, je vous ai mis une image de Calder, qui me semble être l'artiste, Alexander Calder, l'artiste qui a le mieux reproduit ces équilibres subtils du monde vivant, qui aujourd'hui sont effectivement penchés, déséquilibrés, mais qui, en tout cas pour mon travail, est une source d'inspiration majeure. Maintenant, pour finir, comment essayer de rétablir le lien entre individu et société? Comme je vous l'ai dit, après la pandémie, le raisonnement systémique s'impose. Au Québec, il est développé depuis les années 80 par Uri Bronfenbrenner. Le modèle écosystémique permet de penser l'enfant, et Boris Cyrulnik effectivement aussi résonne de manière tout à fait vraiment passionnante sur ces interactions entre la biologie, l'ontogénèse et puis le micro-environnement. Les niches écologiques, on les retrouve vraiment là aux différents niveaux, le niveau micro, le niveau méso autour de l'adolescent ou de l'enfant, et le niveau macro au sens plus large. Et donc ce qui va nous intéresser là, c'est de voir comment les choses s'imbriquent à partir de là. Par exemple, dans la tentative de suicide, vous avez un jeune qui arrive à 17 ans à l'approche du bac, qui fait une première tentative de suicide sans facteur annonciateur. On va se dire, il n'y a pas d'explication, etc. Puis finalement, quand on creuse, on va essayer de voir comment ce jeune qui, au niveau intrapsychique, avait des exigences fortes, se disait, si jamais j'échoue là, je meurs. Ça témoigne d'exigences envers soi-même qui sont d'une implacabilité importante. Mais autour de lui, on va aussi voir comment la pression scolaire elle est vécue dans cette famille et dans la société. Donc on va reconnaître avec les jeunes que la pression scolaire n'est pas la même selon l'endroit où on est en France, selon l'établissement scolaire dans lequel on est, etc. Il va falloir parler de ça aussi avec les parents et traiter cette question-là. Mais ça va être aussi avec les parents de voir, et vous, comment la pression scolaire, quelle est l'histoire de la pression scolaire dans la famille,
Comment vous arrivez, est-ce que vous ressentez une pression qui vient de l'extérieur? Est-ce que vous la filtrez? Est-ce que pour vous c'est, non, au contraire, une question majeure dans l'éducation? Et on va analyser toutes ces choses-là, et donc ça va nous donner une idée du poids entre une personne, la famille et tout ce qu'il y a autour. Et ce qu'on voit souvent, c'est que l'adolescent, si jamais, à cause d'un échec scolaire, il en arrive à mettre en danger ses jours, c'est dans la très très grande majorité des cas parce qu'il pense que si jamais il échoue, il n'aura plus de place affective dans sa famille. C'est-à-dire qu'il sera l'objet d'un rejet, et c'est ça en fait qui est pour lui la source de souffrance. C'est pas le fait de ne pas avoir le bac, c'est d'abord le fait de penser qu'il va être rejeté de sa famille ou de son environnement. Alors du coup, toutes les causes du mal-être des jeunes, ben voilà, on peut peut-être les redécliner sous ce raisonnement-là, c'est-à-dire la confiance, l'affiliation, l'individuation. La précarité alimentaire, c'est l'apport des ressources, c'est donc le contenant autour de l'enfant. Le contenant, c'est matériel, mais c'est aussi la fonction de contenance des parents, elle est plus complexe que ça, hein, c'est délimiter l'espace autour, c'est traduire le monde qui vient de l'extérieur, c'est filtrer ce qui est trop angoissant aussi pour l'enfant. Donc c'est une fonction très subtile. Les violences sexuelles, on peut aussi les penser en termes de contenance, d'affiliation, d'individuation. Finalement, tous les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure, ça va être intéressant d'analyser finalement comment le harcèlement, le cyberharcèlement, les écrans sociaux, comment ils altèrent ces trois fonctions. Par exemple, pendant la pandémie, au moment d'un confinement, quand il n'y a plus de lien avec un humain, le fait d'avoir un réseau social permet de rester en lien avec quelqu'un. Donc ça va être un processus qui va augmenter l'affiliation, alors que sorti du confinement et aujourd'hui un jeune qui reste derrière son écran alors que ses copains sont dans le quartier d'à côté et que ça va le priver d'une relation directe au stade de sport avec un autre jeune, là c'est un processus désaffiliatif au contraire. Et donc ça va nous donner comme ça des leviers pour essayer de penser de manière plus subtile les liens entre les phénomènes sociaux et puis ce qui se passe pour un individu particulier. Pareil pour les enjeux géopolitiques et la crise climatique et l'éco-anxiété. Comment le fait de ne pas pouvoir me projeter dans 50 ans autrement qu'avec toutes les catastrophes que j'entends, comment je peux construire un monde durable à partir de la puberté qui est éphémère. L'adolescence a mission, c'est de construire un monde durable à partir de la puberté qui est éphémère, mais comment le faire si jamais c'est pas possible de se projeter dans autre chose que l'apocalypse? Eux, ils créent des séries post-apocalyptiques parce qu'ils sont obligés de se projeter. Donc il y a les séries post-apo, comme ils disent, c'est très à la mode, mais pourquoi? Parce qu'ils sont obligés d'aller voir après. Et si l'après n'est pas faisable, il faut en inventer un. Donc ils y vont, c'est un besoin fondamental. Donc voilà comment ça peut aider à avoir en termes de politique de santé, c'est-à-dire au niveau macro, comment penser la contenance. Les politiques de santé, de la famille, de la protection de l'enfance, la justice, l'écologie vont fournir tout un terreau de contenance important. Au niveau de l'affiliation, les politiques culturelles, les événements, le fait de participer à des événements culturels communs, la festivité, l'inclusion, le sport vont favoriser l'affiliation. Les politiques des villes, le réseau associatif, tout ce tissu social autour de la famille et le tissu qui porte la famille et qui effectivement s'est délité sur les 20 ou 30 dernières années, c'est-à-dire le réseau qui est autour du jeune. Et notamment l'éloignement géographique aussi fait que les proches ne sont plus dans le kilomètre carré. Moi je parle beaucoup du kilomètre carré autour de l'adolescence, c'est-à-dire ce kilomètre carré qui permet d'aller voir les proches, qui permet d'aller voir les voisins, etc. Et que l'éducation se fasse comme Boris Cyrulnik le disait, l'éducation du village, c'est-à-dire au-delà d'une famille seule. Et plus les choses reposent sur les épaules d'une seule famille, plus cette famille craque elle aussi, puisqu'elle porte trop. Et au niveau individuel, la question de l'instruction, de l'éducation nationale, mais aussi les loisirs et les actions citoyennes vont de manière profonde répondre à des besoins d'individuation à l'âge de l'adolescence, aux besoins d'accomplissement, aux besoins de sens de là où on est, de là où on va, et aux besoins d'autonomisation. En conclusion, la recherche des leviers d'action pour prévenir la violence amène à redéfinir en profondeur les besoins fondamentaux des jeunes.
Et l'analyse des familles montre que ces trois fonctions de contenance, d'affiliation et d'individuation se complètent et se répondent. Et finalement, elles sont de manière intéressante, elles viennent en écho avec la biologie et la cellule biologique qui, autour du noyau, vient délimiter un espace tout en gérant les interfaces avec l'extérieur. Et la cellule est issue d'une filiation et la cellule se différencie à un moment. La cellule indifférenciée de l'embryon devient cellule du foie, devient cellule du poumon, et donc la différenciation, l'individuation, et ces trois fonctions-là, on les retrouve au niveau à la fois du biologique, et donc l'adolescent ici nous intéresse vraiment pour voir comment est-ce qu'on passe du micro, du biologique, au moi de l'adolescent et au nous du monde adulte pour qu'il soit sociabilisé dans des conditions qui lui permettent non pas d'être dans la violence, qui est toujours une forme de réponse quand on a perdu l'espoir et qu'on passe dans la destructivité, c'est qu'on a passé le seuil et que les besoins fondamentaux sont tellement peu remplis que l'action la plus évidente, c'est la violence. Et donc ces leviers-là nous permettent vraiment de réfléchir de manière complexe à rétablir la construction à la place de la destructivité. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-Romain pour cet exposé. On a bien compris ces trois besoins fondamentaux que vous aviez identifiés. C'est le temps des questions-réponses. Je ne sais pas si on a. Moi, je vais commencer avec la première. On voit en peu d'années là, une grosse évolution, une détérioration significative de la santé mentale des adolescents. Au regard de ces trois besoins fondamentaux, comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qui fait qu'en peu d'années, ces trois besoins fondamentaux des adolescents se soient autant détériorés? Comme je l'ai dit, on voit une évolution depuis 2010 qui est progressivement croissante et en 2020 un effet de bascule. Et ça, dans les dynamiques des crises psychiques et dans le trauma, on voit ces effets de bascule quand les seuils sont dépassés. Donc début 2010, c'est aussi le démarrage des réseaux sociaux, hein. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est la santé des jeunes filles qui s'est beaucoup dégradée. Et sur les réseaux sociaux, c'est elles aussi qui sont beaucoup plus exposées à des violences, pas seulement sexuelles, des violences générales, mais des violences sexuelles particulièrement. Donc là, bon, on a un des facteurs importants, mais comme je l'ai évoqué, la dilacération aussi du lien social et du faire ensemble, on l'a vu comme croissante aussi sur la même période. Et je l'ai dit là, c'est-à-dire que l'effet que ça peut avoir, c'est aussi l'effet de faire reposer sur les épaules d'une famille plus de choses que ça ne devrait et qu'elle ne peut supporter. Et donc l'effet de bascule s'est produit avec la pandémie. Il y a plein d'autres facteurs, enfin, dans tout ce que j'ai détaillé, il y en a énormément, mais en tout cas je pense que c'est vraiment l'effet de bascule qui fait qu'on est passé au-delà du seuil tolérable vis-à-vis des besoins fondamentaux. Et donc je pense que les reprendre, les trois grandes dimensions et les 9 besoins fondamentaux, les reprendre un par un et de voir comment on peut répondre à celui-là, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, comment on peut répondre à celui-là aussi, comment on peut répondre à celui-là. Et c'est en reconstruisant comme ça qu'on arrive à revenir à revenir en dessous du seuil, et ça on le fait à chaque fois qu'un jeune est hospitalisé pour une crise. À chaque fois qu'il vient pour une crise, il a dépassé le seuil de bascule. On réidentifie tous les besoins fondamentaux, on y répond et on revient en dessous du seuil. C'est noté, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance, dans la salle? Alors, allez-y, vous pouvez allumer votre micro et je vais poser vraiment une question aussi courte que possible pour avoir le temps pour la réponse. Oui, ma question s'adresse autant à Mme Marion Robin qu'à M. Boris Cyrulnik. Je lancerai une boutade tout de suite, en rapport avec votre interrogation. C'était donc mieux avant. Alors ma question plus précisément, c'est quelles sont les causes plus profondes dans l'histoire qui nous ont mené à cette dégradation contemporaine? Boris Cyrulnik. C'est pas facile aujourd'hui, mais c'était pas mieux avant. L'espérance de vie des femmes était de 36 ans jusqu'à la découverte de prophylaxie de l'accouchement par Semmelweis. 20% des hommes mouraient tués à la guerre ou
sur 2 mouraient dans la première année, donc ce n'était pas plus facile avant. On a fait des progrès énormes, mais comme je l'ai proposé tout à l'heure, l'origine de la violence n'est plus la même. La violence a fabriqué du social depuis 300 000 ans. Nos grands-parents, à nous tous ici, monsieur et madame Sapiens. La violence faisait du social. Il fallait éliminer celle qui venait et prendre nos biens, notre terre, notre eau. Les cités-États faisaient des guerres d'une violence extrême. Pratiquement la moitié de la population était tuée quand une cité-État allait chercher de l'eau et des vivres et piller les biens de la cité-État d'à côté. Donc la violence, l'origine de la violence, c'était fabriquer du social. Aujourd'hui, l'origine de la violence, c'est la déstructuration du social. C'est-à-dire que c'est presque l'opposé aujourd'hui. La violence aujourd'hui, elle est due à la dilution, vous l'avez dit, elle est due à la dilution des liens. Et on voit que lorsqu'il y a un appauvrissement des liens, la dysfonction cérébrale se photographie. On la voit en neuroimagerie, c'est-à-dire qu'on voit une atrophie des 2 lobes préfrontaux, le lobe de l'anticipation, une atrophie des 2 circuits limbiques, lobe de la mémoire. S'il n'y a pas d'altérité, il n'y a personne pour un enfant, personne à regarder, personne pour tendre les bras, personne pour babiner et se préparer au langage. S'il n'y a pas de relation, il n'y a rien à mettre en mémoire, le cerveau n'est pas stimulé, ces zones cérébrales sont atrophiées. Mais une des fonctions des lobes préfrontaux, c'est d'inhiber ce qu'on appelle l'amygdale rhinocéphalique. C'est pas celle-là, c'est celle-là. C'est un noyau à la face interne du cerveau. Et il y a une zone cérébrale qui n'est pas freinée par le lobe préfrontal puisqu'il est atrophié. Et il est atrophié, comme vous l'avez dit, par une défaillance écosystémique, un appauvrissement du milieu ne stimule pas le lobe préfrontal, qui n'inhibe pas l'amygdale rhinocéphalique. Le garçon, plus que la fille, ne peut pas ne pas passer à l'acte. Il ne peut pas inhiber. Il a un retard de langage, alors que les filles parlent un peu mieux avant les garçons et mieux que les garçons. Donc c'est une maîtrise de l'expression des émotions. Elles ont un outil pour dire ça ne va pas, je ne suis pas d'accord, je voudrais que. Et les garçons passent à l'acte. Donc ce façonnement en raisonnement en écosystème montre que c'était bien pire avant, mais que l'origine de la violence, elle est aujourd'hui due dans la dilution des liens sociaux, alors que pendant 300 000 ans, la violence s'originait dans la construction des liens sociaux par la violence. Merci beaucoup Boris. Cyrulnik, est-ce qu'il y a d'autres questions, à moins que Marion Robin, vous vouliez réagir sur ces questions, sur c'était mieux avant? Non, je suis tout à fait d'accord. Hein. S'il y a une dernière question, enfin une autre question. Je crois qu'il y avait une autre. Oui, allez-y, je vous laisse prendre le micro. Non, c'était juste rebondir sur ce que vous disiez, où à la fin, depuis 2010, il y a un point de bascule. Et sur les cas que vous arrivez à les traiter médicalement, on va dire. Et j'avais l'impression que ce point de bascule n'était pas que sur vos cas psychiatriques, on va dire, mais sur l'ensemble de la société. Et donc là, c'est pas des médicaments qu'il faudrait, mais c'est plutôt un changement de société. Est-ce que vous voyez ça comme une possibilité, ou est-ce que il n'y a pas de choix. On a tous avec des médicaments? Il n'y a pas de choix. On n'a pas assez de médicaments pour tout le monde, donc il faut changer la structure. Allez-y, monsieur. Quelque part, Voilà. Oui, quelque part, ma question est en lien. Vous avez présenté un modèle qui est très éclairant et à vue thérapeutique individuelle d'abord. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une statistique qui est de l'ordre, je ne sais plus, c'est 20, 25 ou 30% des jeunes filles qui ne veulent pas d'enfants. Alors, elles ont le temps de changer, hein, mais elles ne veulent pas d'enfants, ce qui est un problème de démocratie, un problème même pas de démocratie, c'est un problème de survie de notre société, si ça reste comme ça. Est-ce que votre modèle ne pourrait pas quelque part être un peu éclairant d'un point de vue justement macro-sociétal? Oui.
La question de quand des adolescents ou des jeunes adultes disent qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants, effectivement, ils le justifient pas mal par l'idée qu'ils ne veulent pas plonger un enfant dans ce monde-là. Donc c'est un refus de s'identifier au monde dans lequel ils sont en train d'entrer. Il faut voir que l'adolescence, c'est le moment où on est au pied de la porte de la société et on se demande, bon, est-ce que je fais bien d'y aller ou pas? C'est le moment de lucidité qui n'existera plus jamais après, à ce point-là en tout cas, dans le courant de notre vie. Donc eux, c'est le moment où ils prennent conscience de ça. Et je pense que parmi... quand j'ai parlé tout à l'heure du moment de bascule, je pense qu'il s'est produit effectivement quelque chose entre 2010 et 2020, qui est que finalement, tous les jours, tous les mois, on a pris conscience de ce que nous avions dans la société telle qu'elle était organisée, construit de dangereux pour nous-mêmes, les humains. Ça partait du moindre produit chimique qu'on utilise pour les bébés, les enfants, l'alimentation, l'eau... tout ce qui concerne notre environnement a été revisité comme étant dangereux du fait de problèmes majeurs qui ont été dénoncés entre 2010 et 2020. Et la pandémie est arrivée là-dessus avec le concept de distanciation sociale qui est pour se protéger de notre dangerosité les uns vis-à-vis des autres, on va se mettre plus à distance. Je pense que finalement, nous n'avons pas encore traité psychiquement le fait que pendant 10 ans, on était déjà en train de traiter le fait que c'est dangereux, on est dangereux les uns pour les autres et que c'est un vrai problème parce que un des effets à terme qu'on observe, à mon avis, de cette façon-là aujourd'hui, c'est le risque de devenir anthropophobe. Et il y a beaucoup de jeunes qui disent, mais moi, je ne veux pas. Il y a des jeunes qui m'ont dit ça, alors c'est pour ceux qui ont déjà un niveau de compréhension économique, etc., mais il y a des jeunes qui disent « Je ne veux pas, pourquoi on parle d'anthropocène? Il faut parler de capitalocène, parce que ce n'est pas l'humain qui est au cœur de ça, c'est le système économique qui a construit ça. » Il y en a qui ont, mais ça c'est certains jeunes qui ont déjà un niveau de réflexion très élaboré, après on en pense qu'on veut. Mais je pense qu'il y a que la question du désir d'enfant, aujourd'hui, elle s'inscrit dans un mouvement plus général qui consiste à « je préfère rester chez moi dans ma chambre plutôt qu'aller à la rencontre des autres ». Et en général, ils disent pas parce que les autres sont dangereux, parce que eux, c'est leur norme aux jeunes. C'est nous qui disons, on a pris conscience en 2010 et 2020 de la dangerosité de ce qu'on s'est construit les uns vis-à-vis des autres. Mais alors j'aime pas utiliser trop des mots psychiatriques pour parler d'un phénomène social comme éco-anxiété, je suis pas à l'aise avec ça parce que ça donne l'idée d'un diagnostic et anthropophobie donnerait ça, mais ça parle bien quand même de l'idée que la peur de l'homme s'institue au point que c'est mieux de rester dans sa chambre que d'aller à la rencontre des autres, que c'est mieux que d'aller à l'école, et finalement, à quoi bon la pression scolaire si c'est pour aller dans ce monde-là? À quoi bon choisir ce métier-là, puisqu'il a peut-être pas de sens, ça sert à quoi de faire des études longues, puisqu'on me parle de catastrophes imminentes et que je les vois sous mes yeux, c'est pas que seulement qu'on en parle. Donc oui, je pense que c'est effectivement... la question de la peur de l'humain, il faut qu'on puisse montrer à quel point on a conscience et on prend conscience du poids que ça représente, parce que sinon la distanciation sociale gagne et vient renforcer cette désaffiliation sociale qui était déjà en train de se construire pour plein d'autres raisons. Et du coup, les adolescents, eux, sont consentants à ça maintenant, c'est-à-dire qu'ils veulent bien rester à distance. La distanciation sociale, ça leur pose aucun problème, sauf qu'en fait, ils vont mal, et que nous, après, on les traite parce qu'ils sont anxieux, dépressifs, suicidaires. Vous voyez ? En un mot, Marion Robin, si on s'attache à l'aspect affiliation, y a-t-il une défaillance de la part des parents vis-à-vis de leurs adolescents ? Entre 2010 et 2025, moi j'ai observé que les parents, au décours des hospitalisations, avaient un langage de plus en plus d'impuissance et de pessimisme. Certains disant sur les dernières années, mais moi je ne peux pas reprendre mon enfant à la sortie, je ne vais pas gérer. Alors ça n'arrivait jamais avant. Avant ils disaient, là c'est trop compliqué, on est encore hyper en conflit, il va aller chez tata machin, chez tonton truc, chez les grands-parents, et puis après on verra. Mais là, en fait, il n'y a plus du tout ce discours-là. Et alors, ça a été l'origine de mon premier livre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que ce niveau d'impuissance augmente année après année dans les familles? Et c'est là que j'ai été moi-même obligée de raisonner en termes sociétal, c'est-à-dire quelles sont les ressources qu'ils ont tous perdues autour d'eux, qui font que l'adolescent est élevé par 2 personnes, voire une.
et pas par un tissu dans lequel ils se déplacent, comme sur un hamac, ils se déplacent entre un adulte et un autre. Ces adultes communiquent entre eux, ces adultes créent une cohérence, un cadre contenant entre eux. Si l'adolescent va pas bien, c'est la voisine qui l'a vu, c'est la mère de l'ami qui l'a vu, qui communique avec les parents, ce qui n'est plus le cas du tout dans les grandes villes. Donc ce tissu-là est vraiment un fondement important. Enfin, le fait de recréer un village autour de l'enfant me paraît une urgence. Merci beaucoup. En tout cas, on peut vous applaudir, Marion.